Troisième édition de la balade à la découverte des plantes sauvages comestibles. Cette troisième édition va être animée par Delphine, guide nature, qui va vous emmener dans le petit sentier derrière, le chemin du vicinal, et qui va vous montrer qu'il y a plein de plantes autour de nous qu'on voit tous les jours, qui sont totalement comestibles. Pas toutes. Elles sont toutes comestibles, mais certaines ne sont comestibles qu'une seule fois. Donc voilà, qui est organisée par le Cercle horticole de Lierne et par Verlaine en transition. Donc deux associations de Verlaine qui mettent en place des activités écologiques. On parle d'agriculture, on parle de nourriture, on parle de projets sociaux et culturels de manière générale. On pourra vous en dire un peu plus après. Donc la balade va se passer en deux temps. La première, c'est une petite promenade ici avec les explications de Delphine. Et deuxième temps, petite dégustation ici de préparation à base de plantes sauvages comestibles qu'on a préparées pour vous et qu'on vous fera découvrir tout à l'heure. Associez vos plantes, alors même pas besoin de savoir ce que c'est, à des plantes qui y ressemblent. Qui ressemble alors physiquement, et dans les duos, il y aura chaque fois une toxique et une non toxique. Il y a une vraie petite fraise des bois et une fausse fraise des bois. Alors laquelle est laquelle? Est-ce que vous savez l'identifier sans inventer? Ça c'est la vraie fraise des bois, c'est la fleur. Et ici qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? C'est un truc rampant. C'est aussi rampant, qu'il faut aussi des stolons comme une fraise. Donc les stolons, c'est des tiges qui se réenracinent. Il y en a plusieurs. Ici, c'est ce qu'on appelle le fraisier des Indes, le faux fraisier. C'est une potentille et elle a une fleur jaune. Mais attention, il y a des potentilles avec des fleurs blanches aussi. Encore plus subtil dans la ressemblance. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le port du fruit. Une fraise va toujours être vers le bas. D'ailleurs, elle va tomber au sol et c'est souvent comme ça que les limaces passent par là. Alors que la potentille, sa fausse fraise, va être dressée vers le haut. Alors, j'en ai déjà mangé, je suis toujours vivante. Ça n'a aucun intérêt gustatif. C'est fade, ça ne coûte rien du tout. Et à moyen terme, il ne faut quand même pas trop en manger. Ça va quand même donner des troubles digestifs. Donc n'allez surtout pas faire une confiture avec ça. Déjà, les petites akènes, donc les petites graines qu'il y a sur les fraises, c'est toxique. Donc celle-là, c'est encore plus. Alors par expérience, vous mangez 2 ravés de 500 g de fraises. Le lendemain, vous vous souvenez ce que vous avez mangé. Il y a donc une toxine en fait très irritante pour les intestins. Alors on va passer à là, c'est plus dangereux. C'est de la ciguë. C'est de la ciguë, voilà, montrez l'autre. Du cerfeuil. Et le cerfeuil. Voilà, alors quand on les regarde côte à côte, on peut se dire, ah oui, ça ressemble pas, il y en a un qui est bien vert clair, bien lumineux, l'autre est plutôt ce qu'on va appeler glauque, donc vert gris. Mais quand on les voit dans la nature séparément, quand on les voit dans les sous-bois, c'est pas vraiment évident de faire la différence. Alors il y a vraiment un truc, mais de nouveau c'est pas un truc universel, c'est la présence de poils. Normalement, ce sera également le cas pour la berce, s'il y a des poils, on est bon. Mais voilà, il faut additionner, mais ça on en reparlera tout à l'heure, il faut additionner les critères pour se dire, ok, il y a la présence de poils, il y a le fait qu'il y a un petit renflement au nœud, c'est bordeaux, il n'y a pas de taches, donc on doit vraiment accumuler les certitudes avant de se dire, ok, c'est bien du cerfeuil et c'est pas de la ciguë. On parlait d'ailleurs avec la consoude et la... C'est la digitale, évidemment. Voilà. Alors en fleurs, il y a peu de chances de se tromper, même si c'est vrai que ce sont des cloches mauves. La fleur de digital est vraiment beaucoup plus grosse, elle est tachée, la consoude va faire une petite fleur. Elles vont pas fleurir au même moment non plus, mais ce qu'on appelle les feuilles basales, donc les premières, ce qu'on appelle la rosette, donc vraiment les feuilles de base, par où vont partir les tiges, elles peuvent porter à confusion. De nouveau, c'est très subjectif, il faut en avoir vu beaucoup de fois côte à côte pour se dire ah oui, je peux sentir qu'il y en a une qui reste plus que l'autre en tout cas. Et la digitale se vend, donc il y a pas mal de gens qui les plantent comme plantes décoratives dans le... Donc voilà, c'est pour pas que votre voisin se dise oh, tiens, un petit peu de consoude. Est-ce qu'il y en a qui peuvent identifier, qui reconnaissent? Alors on a une berce, on a une grande angélique. La grande angélique, c'est celle de gauche, voilà, celle-ci. Berce du Caucase. Et l'autre, c'est la berce commune. Alors c'est pas urticant, mais il y a quand même un truc qui sur la peau. Voilà, photosensible. Alors,
si vous en mangez, vous serez a priori comme la digitale où vous risquez de faire un arrêt cardiaque. Mais par contre, voilà, vous risquez d'avoir les lèvres brûlées, les mains brûlées parce que la sève est vraiment très photosensible. Oui, avoir des graves brûlures. Oui, on peut avoir vraiment des grosses cloches. Alors de la berce, on en verra, donc on en reparlera tout à l'heure. C'est la lierre. La petite blanche, c'est la lierre, on en verra tout à l'heure. La petite jaune, c'est la benoîte. Mais elles peuvent se confondre quand il n'y a pas encore la fleur, quand on a juste la feuille. De nouveau, quelqu'un parlait du goût et de l'odorat. Alors, si on a un bon goût et un bon odorat, impossible de se tromper. Elles sont vraiment très différentes à l'odeur. Il y en a une, c'est un petit bulbe, si on l'arrache. L'autre, c'est un rhizome, une racine à s'accrocher. Donc, c'est très différent si on les analyse un petit peu. Mais de prime abord, les petites feuilles de printemps, elles se ressemblent pas mal. Du sureau, il y en a également ici sur le chemin. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà donner quelques informations dessus? On est allé lire, on a vu que celui-ci c'était le sureau classique, commun, je veux dire. Mais celui qu'on connaît, celui on va connaît, dire. Voilà. Tandis que celui-là, il est écrit derrière, on ne le savait pas, hein, qu'il est toxique. Oui, oui. Beaucoup plus alors, vif comme et le rouge, on ne savait même pas qu'il y avait du rouge. Non. Ah, si, voilà. Ceci, ce sont les sureaux en fleurs. Ils ont la même fleur blanche. Fleurs, il y a quand même des petites différences. Celui qu'on appelle le sureau qu'on connaît, hein, comme madame a dit, le sureau noir, il a vraiment une fleur assez claire, assez blanche. C'est le yèble qui a une étamine rose, ça on n'en verra pas. Et le sureau rouge, ses fleurs sont crème, elles donnent des... Alors le sureau noir a une moelle blanche. Moelle, c'est l'intérieur. L'intérieur de la branche, ça se casse assez facilement, c'est creux à l'intérieur. Vous avez vraiment une moelle toute molle qui est blanche. Et le sureau rouge a une moelle noire. Donc s'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de fleurs, il y a quand même moyen d'identifier les deux à partir de la couleur de la moelle. On casse un petit bout. Les toxiques, dans le cas des sureaux, sont sympathiques. Ils ont la même caractéristique que les fausses fraises, à savoir que le bon fruit va pencher vers le bas. Et le toxique, mangez-moi, va aller vers le haut. Donc quand vous voyez un fruit dressé vers le haut, à part les bananes évidemment qui poussent vers le haut, dites-vous, c'est déjà pas logique ça, on va s'en méfier. Voilà, donc tout à l'heure elle disait oui mais la photo est à l'envers. Non, la grappe est vraiment vers le haut comparé au sureau comestible qui est vers le bas. Je l'ai vu il y a 10 jours, je l'ai plus revu ce matin, donc il faudra qu'on ouvre tous l'œil pour se dire, je sais plus ou moins où elle se trouve. C'est de la prêle. Pareil, on va dire la prêle qu'on connaît, hein, la prêle commune. Et alors, à droite, quand on regarde, c'est la prêle des marais, qui est beaucoup plus grande. La prêle des marais est toxique. Alors, pardon? Légèrement, mais elle devient très grande. Elle est beaucoup, alors peut-être pas comme ça, mais comme ça. Alors, c'est tout un peu le petit sapin, exactement. La prêle pousse en 2 temps, on verra tout à l'heure, on est dans la deuxième phase, donc ça va d'abord être une fleur stérile, un peu brunâtre, qui ne ressemble pas à grand chose. Et ensuite arrive ce fameux petit sapin. En fait, ce ne sont pas des aiguilles comme des sapins, ce sont ce qu'on appelle des articles. Donc c'est vraiment des petits tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui forment ces petites branches. Alors de nouveau, enfin pas de nouveau, mais dans ce cas-ci, ce qui va aussi permettre de les identifier, c'est le lieu où ça pousse. C'est pas du tout au même endroit. Une va plutôt être dans les jardins, les bords de chemin, les bords de prairie, et la prêle des marais, comme son nom l'indique, ce sera vraiment dans les endroits humides. Donc quand je disais tout à l'heure, quand on fait une identification, il faut additionner les critères visuels, additionner les critères de saison. Si on voit une feuille qui ressemble à de l'ail des ours, on se dit ah c'est de l'ail des ours, mais qu'on est au mois de septembre. Il y a peu de chance. Et alors le lieu également où ça pousse. Ici, ça va surtout être le lieu qui va nous permettre d'identifier. Qu'est-ce qui ressemble à l'ail des ours en septembre? Le colchique. On voit qu'il est dans un sous-bois. On voit, ah voilà, très bien. Déjà le lieu, on est dans un sous-bois. Ils aiment bien aussi. C'est pas les mêmes feuilles, de nouveau, c'est pas les mêmes feuilles quand on les regarde côte à côte. Ah oui, sur la photo, c'est différent. Alors, généralement, une feuille quelque part qui vous montre bien la différence. Comme on n'en verra pas de nouveau aujourd'hui, je vais quand même vous les identifier rapidement. Et des ours, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, à la base, il est un peu renflé, comme s'il y avait un genre de petite gousse d'ail.
Le colchi qui va vraiment avoir un gros bulbe. Le lamier blanc, on peut manger les petites feuilles comme ça en salade. Vous pouvez mettre des petites fleurs décoratives en salade. Ça n'a pas tellement d'intérêt gustatif, mais c'est pas toxique. Je pensais qu'il n'y en avait pas sur le chemin, puis je suis arrivée, j'ai dit oh, mais il n'y en a pas sur le chemin, mais il y en a dans les bacs potagers. On ressort la fraise et la fausse fraise. Premier indice, on a une fleur blanche. Évidemment, elles ne sont pas encore en fruits. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui commence à être en fruits ici? Si. Voilà, regardez, il y en a une qui est fanée ici, qui commence à avoir une petite fraise. Bon, elle est toute verte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui était dressée, hop, elle retombe vers le bas. Donc là, on a déjà 2 indices. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Évidemment, le goût. Si vous mangez une comme ça, vous ne serez pas malade. Si ça ne goûte rien, ce n'est pas bon. Mais il y a également la feuille de la fraise, elle est quand même beaucoup plus découpée. Les dents de bordure sont quand même plus creuses que dans le cas du fraisier d'Inde. Alors, on parlait de l'ail des ours. L'ail des ours, quand on va à la base, je vais quand même en cueillir une. Elle a une longue tige. La tige d'une feuille, ça s'appelle un pétiole. Comment ça s'appelle la tige d'un fruit pour des experts? On dit la tige de la pomme ou la tige de la feuille, mais en fait ça porte des noms différents. La tige d'une feuille, donc c'est pétiole. Ah, personne ne connaît le nom de la pédoncule. Voilà. Donc quand on parle d'un long pétiole, parce qu'aussi on va sur internet, on va lire ah l'ail des ours a un long pétiole. Mais si on ne sait pas ce que c'est un pétiole, ça ne va pas vous avancer. Voilà, donc un pétiole c'est ça. C'est vraiment une très très longue tige que les autres ne vont pas avoir. Il y en a qui n'en auront pas du tout. Le muguet, il a une toute petite. Avec le muguet, c'est le fait que l'ail des ours va être plutôt luisant au-dessus et relativement mat en dessous. Et c'est l'inverse pour le muguet. Le muguet va être mat et luisant. Voilà, donc quand je dis qu'on accumule les critères, voilà, on met sa petite liste. Mais a priori, si vous faites passer, vous froissez, vous sentez ici, rien qu'à l'odeur, quasiment aucun doute, à partir du moment où on a la fleur et l'odeur. Mais début de saison, c'est pas aussi évident. Vous pouvez sentir la mélisse, et alors vous sentez quoi comme odeur? Je ne sais pas. Citron. Oui. Alors normalement c'est un peu citronné. Oui. Citronnelle, oui. Oui, la citronnelle. Voilà. L'ail des ours ont des nervures bien parallèles entre elles, donc vraiment bien alignées, côte à côte, que l'arôme, ça va plutôt être les nervures traditionnelles qui partent de façon rayonnante. Et l'arôme, on le voit sur certaines feuilles, je vais vous le montrer sur ici, va avoir vraiment une dernière nervure sur le bord et va former comme un petit ourlet. Le plaque madame, le voici. Est-ce que quelqu'un connaît son nom? Gaillet-Gratron. Gaillet-Gratron, exactement. Le Gaillet-Gratron dit plaque madame, c'est sympa. Franchement, vous pouvez manger, la petite fleur arrive. Franchement, voilà, c'est un peu râpeux, ça n'a pas tellement d'intérêt gustatif, mais ça peut se faire. J'avais lu que ça se mangeait comme des épinards, donc je trouve une super recette. Plein de légumes, machin, et à la fin, vous jetez vos pousses de Gaillet-Gratron, sauf qu'il n'avait pas précisé qu'il ne fallait mettre que les feuilles. Donc moi, j'ai haché tout en petits tronçons, j'ai mis dans mon wok, tout s'accroche, donc j'ai eu une espèce de grosse boule de Gaillet-Gratron, et à manger, c'était pas bon. Des petits fruits, comme des petites billes, et là, vous pouvez les faire torréfier, les écraser au pilon, et ça fait un genre de chicorée. Voilà. De nouveau, ça n'a pas grand intérêt gustatif, je préfère mon café arabica. Mais il y en a beaucoup qui ont mangé ça pendant la guerre. On fait pas bouillir, on les fait rissoler, on les torréfie en fait. Alors, les orties, j'ai un livre de recettes assez chouette ici. Et rien que sur les orties, j'ai déjà un chapitre complet. Oh, je ne vais pas tout vous lire. Soupe, jardinière de légumes, purée aux orties, petit pain aux orties, tartine aux orties, terrine aux orties, omelette aux orties, truite farcie aux orties, quiche printanière, tomates garnies aux orties et je ne vous lis pas la suite parce qu'il y en a trop. Donc l'intérêt de l'ortie est multiple. De nouveau, cuit évidemment, sauf si vous aimez avoir la langue en feu, voilà. Il y a une technique pour la cueillir en la prenant par en dessous. Moi je ne le fais pas, je prends des gants, c'est plus simple. L'ortie en fait c'est une fibre textile. Je l'ai dans ma voiture, si vous me le rappelez tout à l'heure, j'irai le rechercher. J'ai fait un bracelet, moi, en genre comme du raffia, à partir de fibres d'ortie. Donc,
Oui, on prend ça jeune parce que sinon, voilà, et même si vous mettez en soupe, ça va faire des... Et maintenant, c'est encore bon. Oui, Oui. c'est encore bon. Ça les Ce que vous connaît, pouvez hein. faire, si vous en avez chez vous, c'est que vous la débroussaillez à mi-saison, elle va refaire des rejets et vous pouvez recommencer. Donc, c'est évidemment quand c'est en sauvage, qu'elles sont là depuis le mois de mars, ben là, ça commence à devenir un petit peu dur. Vous savez finalement ce qui pique dans l'ortie, comment ça se fait que ça nous pique les doigts comme ça? C'est un poil urticant, c'est un venin, exactement. Donc c'est pas une épine, c'est pas un aiguillon comme une ronce par exemple, c'est vraiment une petite capsule de venin qui pète quand on les prend en main et qui nous pique. Alors, l'ortie, c'est quand même une des premières plantes, quand on n'y connaît rien en plantes sauvages qu'on utilise, donc je ne vais pas trop en parler. Point de vue des nutriments, est-ce que vous savez vraiment le premier nutriment le plus intéressant dans fer et calcium? Et aussi protéines, mais c'est vraiment fer et calcium. Tout ce qui est ostéoporose, vous pouvez sans aucun problème, je n'ai pas parlé d'action médicinale aujourd'hui, c'est pas du tout le créneau, mais les orties, c'est quand même assez connu. Donc des tisanes d'ortie, vous pouvez faire soit sécher vous-même les feuilles, soit acheter en tisanerie. Aussi pour les poules, pour qu'elles aient des belles coquilles d'œufs bien dures, ben vous pouvez hacher. Les poules sont un peu difficiles, si vous coupez comme ça que vous donnez, elles ne mangeront pas vos feuilles d'ortie. Mais si vous étalez l'ortie par terre et que vous passez 2-3 fois votre tondeuse dessus pour la hacher, alors là vous pouvez donner aux poules et alors elles vont adorer et ça va vraiment les aider à faire des belles coquilles. 200 papillons, je ne parle pas de la Belgique parce qu'on n'en est pas là, mais en Europe, il y a à peu près 200 papillons qui sont inféodés à l'ortie. C'est-à-dire que le papillon va pondre que sur l'ortie. Quand la petite chenille va sortir de son œuf, la chenille va manger l'ortie, ça va être son premier aliment. Tout comme il y a des papillons qui vont être uniquement inféodés au tilleul ou à la ronce. Par exemple, le papillon qui fait la soie, les fils de soie, c'est uniquement sur les ronces. Donc voilà, chaque papillon va avoir sa plante. Et voilà ceux qu'on trouve ici en Belgique, il y en a d'autres. Un qui est assez fréquent, qu'on voit beaucoup parce qu'il est très grand, c'est le pan du jour. Le pan du jour, c'est un des seuls papillons de chez nous qui hiverne. Donc il va passer l'hiver dans votre cave, dans votre abri de jardin. Et donc dès les premiers rayons de soleil au printemps, le pan du jour va déjà sortir. Et donc va déjà aller pondre. C'est pour ça que je fais le lien avec les plantes comestibles. De nouveau, on en parlera tout à l'heure quand on fera les consignes. Quand on décide de cueillir des plantes sauvages, on ne cueille pas tout. Parce que la nature a besoin de ce support pour pondre, a besoin de ce support pour nourrir ses larves. Et donc, on ne va pas faucher tout le bosquet se disant « Ah, moi je vais aller faire de la soupe aux orties pour tout mon quartier ». Surtout pas. Si vous voulez vraiment être le meilleur ami de la nature, vous pouvez également regarder à l'arrière des feuilles pour vérifier si un papillon n'a pas pondu. Ça, c'est les chenilles. Alors une chenille urticante, tout de suite, ah, c'est les chenilles missionnaires. Non, les chenilles missionnaires, ce n'est que sur le pin. Effectivement, c'est des chenilles qui font beaucoup de ravages, mais toutes ces chenilles noires, tous ces papillons, les 6 papillons que je montre ici, font des petites chenilles noires, comme ça, pleines de poils. Certaines ont des pois blancs, certaines ont des pois oranges, elles sont toutes différentes. Ici, c'est le pan du jour. Donc voilà, si vous voyez ça sur les feuilles d'ortie, ben, merci de ne pas les cueillir et choisir un autre spot où éventuellement le papillon ne serait pas passé par là. Alors on parlait tout à l'heure, c'est comme le cerfeuil, la berce commune. Au 15, on ne va pas la manger. Hein. Voilà, tout se mange selon la saison. Donc on peut manger les feuilles, on peut manger les tiges, on peut manger la racine. Alors les tiges, c'est comme la rhubarbe, on les pèle. Ça va faire des petits fruits qu'on peut faire également torréfier. Les poils, les feuilles, pour l'une en face de l'autre. Quoi, on mange? Pas les folioles, pardon, je rectifie, les folioles. Les folioles, tout le monde sait ce que c'est quand je parle de folioles? Non. Donc ça, c'est une feuille. Rappelez-moi comment ça s'appelle, la tige de la feuille. Pétiole. C'est une seule feuille qui est partie d'un seul bourgeon qui a donné tout ça. On va voir les frênes, par exemple, les sureaux, c'est pareil. C'est un bourgeon qui donne tout ça. Et la feuille est composée de petites feuilles. Et les petites feuilles, ça s'appelle des folioles. Bonnet de curé. Ah, oui. Vous voyez les curés qui avaient avant un genre de petit chapeau à 4 pointes. Sur, Alors je vous le montre parce que c'est vraiment très joli. Et ça peut vraiment être tentant pour les enfants. Ah oui, rouge en plus. Parce que quand on dit aux enfants, vous ne pouvez jamais manger de baies rouges, même s'ils connaissent les groseilles,
c'est vraiment le critère. Ne jamais manger de baie rouge. Une baie rouge d'if, un enfant avec 2 graines est aux urgences. Hein. Enfin, deux varies. Ici, le fusain, c'est un peu différent. C'est pas rouge. C'est super mignon. Tout à l'heure, on avait le sureau noir qui a une moelle blanche. On a le sureau rouge qui a une moelle brune. Et il y a le sureau yèble. Alors le sureau yèble, à la différence des 2 premiers, c'est une plante qui va mourir chaque année. C'est une plante herbacée, c'est pas ligneux. Donc ici, où est-ce qu'il est notre sureau? Il est là. Le sureau yèble, c'est pas un arbre. C'est une plante herbacée. Donc elle va disparaître chaque année et revenir l'année d'après. Soit vous êtes sûr, vous êtes face à un sureau rouge ou à un sureau noir. D'accord. Ça c'est quasiment sûr. De nouveau, il faut alors travailler avec des livres d'identification pour pouvoir dire, tiens, le nombre de feuilles, etc. Le sureau noir va avoir 5 à 7 folioles. Donc on recommence, hop, un bourgeon va donner une feuille composée. Tout ça, c'est une feuille. Il y a 5 ou 7 folioles sur le sureau noir. Le nom latin du sureau, est-ce qu'il y en a qui connaissent? C'est Sambuca. Outre le fait que c'est le nom d'un alcool qui est très bon, voilà. Sambuca, ça veut dire la flûte, parce que c'est creux, voilà. Alors l'intérieur de la moelle, on peut l'enlever et on peut aussi faire des appâts pour la pêche, pour les poissons. Si on met un petit bout, ils vont croire que c'est un petit asticot. Si on bouge un peu sa canne à pêche, ça peut également s'utiliser pour ça. Donc voilà, moi quand j'étais enfant, je faisais des sarbacanes avec, je soufflais dedans. Il n'est pas encore en fleurs. On peut faire de la liqueur, on peut faire du sirop, tout simplement, de la grappa. On peut faire du vin, pour ceux qui connaissent Franchimont, ils font du vin de fleurs de, vin de fleurs de Franchimont. Donc voilà, c'est vraiment très très aromatique, ça a vraiment une très bonne odeur, ça donne facilement du goût quand c'est mélangé à de l'alcool ou à du sucre. Et puis alors en automne, on peut utiliser les baies cuites. Sinon c'est vraiment astringent, vous pouvez en manger quelques-unes comme ça, mais ça n'a pas tellement d'intérêt gustatif. Mais cuit, on peut faire également des sirops à diluer, on peut faire des confitures, des gelées. Moi j'ai fait par exemple avec des enfants, j'ai fait du coulis pour mettre avec une panna cotta, fromage blanc, alors je faisais un petit coulis de fruits rouges, mais c'était du fruit de sureau. Donc voilà. Si vous devez tailler votre aubépine par exemple, maintenant, bon c'est pas la saison, c'est pas conseillé, mais bon imaginons, vous pouvez récupérer les pétales d'aubépine et les mettre dans de la farine. Moi j'ai déjà fait des madeleines avec, et franchement ça donne du goût. C'est pas de la blague, dans ce cas là c'est vraiment... Comme si Naomi, vous voyez pourquoi c'est pas le moment? Parce que c'est maintenant qu'il y a les pétales. Parce que moi je préfère les abeilles. Ok. Voilà. C'est toujours un petit peu de difficulté, pareil pour par exemple les chatons noisetiers. Oui. Au printemps, très tôt le printemps, il y a beaucoup d'animateurs nature qui cueillent les chatons noisetiers et qui les trempent dans du chocolat. Moi ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est la saison où les abeilles ont vraiment besoin de pollen. C'est le tout premier pollen avec le saule. Ça par contre, Ça pourrait aller. Oui, Voilà, j'ai mon biberon, je les reprends. Bon, les Pas les bulbes ou les racines. Les consommer. On en a parlé avec les orties tout à l'heure. En fait, il y a grosso modo 3 consignes et on va toujours tourner autour de la même, mais c'est d'une manière différente. Alors, les saisons pour les autres et pour la nature. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est le moment, on parle des fleurs d'aubépine, c'est le moment de parler des consignes. Donc les saisons pour la nature et pareil pour les orties, évidemment. N'arrachez pas les bulbes ou les racines. Voilà pourquoi. pour repousser. Pour qu'elles puissent revenir, bien entendu. Multiplier les critères d'identification. Voilà, ça je l'ai déjà dit 10 fois aussi depuis le début. On additionne les critères, les saisons, les lieux. moi je ne cueillais pas en bord de route. Voilà, c'est assez évident, on parlait de la pollution, hein, pour éviter tout ce qui concerne la pollution aux hydrocarbures. Pas près des champs qui ont été aspergés. Et pas près des chemins longeant des champs aspergés, effectivement. Concernant la législation en Belgique, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. On ne cueille pas sur un terrain privé sans l'autorisation du propriétaire. Ça, c'est comme les balades en forêt. C'est la même chose. On ne cueille pas, c'est formellement interdit en réserve naturelle. Ça, c'est sûr et certain. Même pas une petite plante, non, rien. On ne cueille pas plus que ce qui tient dans nos 2 mains. Donc ça vaut pour l'ail des ours, par exemple. Ou, ça par contre, je trouve ça vraiment important,
un seau de 10 litres. Pour les myrtilles, je trouve qu'un seau de 10 litres, C'est beaucoup. pourtant c'est la législation. Hein, Combien c'est de noté, c'est noté 10. Et pas avec des tailles. Alors non, l'utilisation du pain est interdite. Sauf sur sa parcelle privée. Donc si c'est un bois qui vous appartient, vous pouvez, entre guillemets, faire ce que vous voulez. Mais on vient de lire les consignes, laissez-en pour la nature. Ben, effectivement, il faut en laisser pour les oiseaux. Il y a quelques dérogations, et entre autres dans le cadre d'une vente caritative, et entre autres pour les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse veulent faire une petite cueillette de jonquilles dans un cadre avec autorisation des propriétaires ou de la DNF, dans le cadre d'un bois public, avec évidemment respect des consignes, donc pas dans une réserve naturelle, etc. etc. Mais il y a quelques dérogations dans le cadre de ventes privées très ponctuelles. On ne peut pas non plus vendre quelque chose qu'on a cueilli dans la nature, sauf de nouveau si c'est sur son terrain privé. Donc voilà, si vous avez dans une petite épicerie pesto à l'ail des ours, avec une petite étiquette de votre voisin, normalement c'est interdit. Ça n'empêche que vous pouvez entre vous échanger un pot de pesto contre... c'est du troc ça, oui. Voilà, ça c'est bien entendu tout à fait autorisé. Les plantes qui ont besoin d'un support, les plantes dites, je ne vais pas dire grimpantes, mais qui s'accrochent. Donc on a la ronce. La ronce c'est un peu comme l'ortie, l'écologie de la ronce c'est à l'infini. Point de vue écologique, elle a vraiment énormément d'intérêt, ça va décompacter le sol, ça va offrir le gîte pour plein d'animaux qui vont pouvoir aller se cacher en dessous. Ça va, c'est très mellifère la ronce. De nouveau, ça c'est la deuxième partie de l'été, c'est plutôt la mielée d'été pour les abeilles. Ça fait des fruits. Les feuilles se mangent toutes jeunes avant qu'elles n'aient des petites épines à l'arrière. Moi, je fais avec les enfants, je fais très souvent des tisanes de feuilles de ronce. En début de balade, on les met dans un thermo d'eau chaude, fin de la balade, ça a infusé et on boit sa petite tisane de feuilles de ronce, c'est super bon. Ça donne un peu du piquant. Ça donne un petit peu du piquant, si vous voulez. Ça accroche bien les enfants. Voilà. Point de vue du botanique, ce n'est pas une herbe, mais ce n'est pas non plus un arbre. Et ce n'est pas non plus une liane. Il y a 3 lianes en Belgique, est-ce que vous les connaissez? Le lierre. Le lierre. Le houblon. Ah ben non, justement, on va en parler du houblon. C'est pas une liane. C'est pas une liane, je vais vous Le expliquer. liseron. Le liseron non plus. Non. En fait, pour que ce soit désigné une liane, ça doit être pas annuel, donc ça doit être vivace. Et ça doit être légèrement ligneux, enfin, ça doit être ligneux aussi. Alors la vigne, oui, mais comme c'est pas indigène, donc ça veut dire que c'est pas une plante belge d'origine, donc vraiment de Belgique, il y a le lierre. Allez, je vous aide, elles commencent toutes les deux par C. Une qui commence par que et l'autre qui commence par che. Clématite. Clématite, des haies. C'est une liane. Ouais, C'est une liane. Et l'autre, c'est chiche. Chèvrefeuille. Donc pour être considéré une liane, c'est-à-dire que c'est une plante ligneuse qui a besoin d'un support pour s'accrocher et qui est vivace. Dans le cas de la ronce, c'est pas ça parce qu'en fait une ronce ça vit 3 ans. La première année, elle fait sa tige, elle n'a pas de fleurs, pas de fruits. Elle va se réenraciner la deuxième année, elle refait une tige, mais la tige de la première année va faire des fruits et enfin des fleurs et des fruits. Et puis la troisième année, elle va mourir. Donc ce n'est pas vivace, donc c'est pas considéré comme une liane. Et en plus, la ronce n'a pas besoin nécessairement d'un support. Elle peut se suffire à elle-même et elle va aller se réenraciner. Le houblon, on pourrait dire, ah ben si le houblon, ça a besoin d'un support, mais c'est annuel. Ça disparaît chaque année et ce n'est pas annuel. Alors on parlait tout à l'heure de rugueux, pas rugueux, avec la consoude et la digitale, doux, pas doux. Mais voilà, par exemple, le houblon, sentez la tige, et rêche. Ça s'accroche. C'est un petit peu comme les haricots grimpants. Les haricots grimpants, les vrilles, elles sont aussi très rêches. Le houblon n'a pas de vrille. Donc on ne va pas avoir des petits tire-bouchons comme la vigne par exemple pour s'accrocher. Le houblon va s'enrouler. Bon évidemment l'exemple est mal choisi ici, mais il y en a un autre, je l'ai vu tout à l'heure, on cherchera. Il s'enroule toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Qui a déjà vu une fleur de houblon? C'est pas la saison. Fleur de... C'est comme une petite pomme de pin, une petite grappe verte claire. Alors le houblon dans la bière, il faut savoir que c'est pas obligatoire. On dit toujours les boissons houblonnées, mais en fait il y a plein de bières qui n'ont pas de houblon. La bière finalement c'est fait à base d'une céréale.
Et le houblon, on en met très peu. On parle de l'or vert parce que c'est extrêmement cher le houblon. Et c'est juste pour donner le goût, vraiment pour donner l'amertume. Voilà, c'est pour l'amertume de la bière. Le pissenlit, il a qu'une seule fleur par tige, alors que l'électron maraîcher va en avoir plusieurs. Et il va en avoir, on l'appelle parfois les dents de lion. Voilà, son surnom c'est la fleur aux dents de lion. Donc c'est vraiment très très découpé et ça peut même, ici est-ce que ça a peut-être été un peu grignoté? Non, je ne crois pas. La découpe peut même vraiment revenir jusqu'à la nervure centrale. Et la nervure centrale est ronde, que certaines peuvent être un peu triangulaires. Voilà, ça, des critères pour le pissenlit, il y en a bien 10 différents, mais c'est le plus simple. C'est vraiment la feuille en dents de lion très très découpée et une seule fleur par tige et une seule fleur par rosette aussi. Donc on va avoir la base et il va y avoir une au milieu. Alors de nouveau, les abeilles et le pissenlit, ça c'est tout dada, c'est feu vert. Le pissenlit est en fleur, les abeilles, c'est parti pour la mielée de printemps. Et là c'est vraiment le démarrage. Donc pitié, pitié, ne tondez pas votre pelouse quand... Mais la cramaillotte c'est tellement bon. Ah, c'est tellement bon, la confiture de... Il y en a d'ailleurs qui parlent de miel de pissenlit, non pas pour le miel que les abeilles font, mais ce qu'on appelle la cramaillotte, donc cette gelée de fleurs de pissenlit, très très bonne. Est-ce que la plante s'appelle aussi chicorée ou pas? Oui, la racine. On va parler de racines de chicorée. Pareil, pendant la guerre, on pouvait utiliser ces racines-là. Comme ça là. La feuille en salade, bien entendu, mais la racine aussi. On parlait de racines de chicorée très amères. On peut aussi la couper, la torréfier, la broyer et faire une infusion qui va vous donner un ersatz de café. La prêle, je la montre parce que c'est pas très fréquent. Ça ne se mange pas comme ça. On va pas aller manger une feuille de prêle comme on va aller manger une feuille de pissenlit, par exemple, en salade. Par contre, on peut la faire sécher, la broyer et faire des tisanes. Est-ce que vous savez en quoi elle est très très riche? Non, en silice. Donc c'est vraiment une plante qui est très très riche en silice, donc qui apporte pas mal de nutriments. C'est bon pour les os, entre autres. Oui. Plutôt qu'à vocation culinaire. Mais c'est pas le thème du jour, le médicinal, mais je trouve que c'est quand même intéressant de la montrer parce que c'est une plante qui est peu connue, qui a poussé en 2 fois. Alors quelqu'un m'a montré la photo tout à l'heure sur son téléphone. C'est vraiment... Alors je vais dire, ça ressemble un petit peu à une fleur de plantain, mais ça va peut-être pas vous aider parce que si vous ne savez pas ce que c'est une fleur de plantain. Mais c'est qui m'a montré? Ah oui, voilà, madame peut peut-être faire passer sa photo. Donc il va d'abord y avoir la fleur fertile et puis ensuite la fleur stérile. Voilà, donc vous pouvez faire passer. Donc vous voyez, ce sont vraiment des parties qui s'emboîtent les uns dans les autres. Voilà, donc c'est pas ce genre de feuilles atrophiées qui sont emboîtées. Voilà, donc c'est encore point de vue botanique. Voilà. Ah. Ou bien je le savais, mais j'ai quand même été vérifiée parce que je trouvais que c'était vraiment gigantesque. Les prêles préhistoriques faisaient jusqu'à 30 mètres de haut. Alors je me suis dit, je me suis trompée, c'est 3 mètres. Non, j'ai bien relu. C'est bien 30 mètres de haut. Donc c'est un fameux building déjà. Mais en même temps, sachant que les libellules pouvaient faire jusqu'à 1,20 m d'envergure, on se dit, oui, ça se tient. Pourquoi pas une prêle de 30 mètres? Et effectivement, dans les anciens charbonnages, donc les résidus d'extraction du charbon, quand on trouve un peu du schiste, parfois dans les lamelles de schiste, on a des grosses rainures et c'est en fait des fossiles de prêles. Donc la prêle, elle vivait il y a plus ou moins 300 millions d'années. Et la période carbonifère, qui est la période où le charbon s'est formé dans nos régions, on est à 250 millions d'années. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des résidus de prêle dans les fossiles de cette période. J'avais entendu aussi que si on les faisait tremper dans de l'eau, elles pouvaient être utilisées comme... Genre de purée. Oui, des purées. Ah oui, alors c'est antifongique, tout à fait. Donc on fait très souvent, bon c'est pas le sujet mais le potager c'est mon dada, donc on peut en parler.
il y a les trois purins classiques, c'est le purin d'ortie qui va avoir une fonction anti-puceron par exemple si on le dilue, ou alors qui peut servir d'engrais, vraiment très boostant. Mais alors là, c'est surtout pour les légumes feuilles parce que ça va apporter beaucoup d'azote, mais par contre pour les bêtes c'est super, ou pour les tomates. Le purin de consoude et le purin de prêle. Le purin de prêle, c'est vraiment en pulvérisation, en antifongique. Dès que vous avez une petite trace de mildiou sur vos tomates, eh ben, vous pouvez couper la feuille, l'évacuer et puis pulvériser. Donc c'est tout ce qui est l'oïdium aussi, mais l'oïdium, ça annonce la fin de la plante. Donc, généralement on laisse aller, ça n'empêche pas la courgette de faire ses fruits. Mais le purin de prêle, oui, oui, tout à fait. Est-ce que le purin d'ortie se garde d'année en année? Oui. Oui. Oui, oui. Est un purin d'ortie raté. Un purin d'ortie ne doit pas sentir. Donc pour faire du purin d'ortie, c'est pas le sujet. Mais bon, on me lance sur le sujet, j'y vais. Un purin d'ortie se fait en anaérobie. Donc normalement, votre seau doit être rempli jusqu'à ras-bord. Si vous fermez, si vous avez une couvercle, sinon vous mettez un sachet avec une cordelette. Donc il ne doit pas y avoir d'air qui rentre. Au bout de quelques jours, vous allez regarder, il va commencer à y avoir des petites bulles. Vous faites un petit trou pour que les gaz s'en aillent, sinon vous allez avoir tout qui gonfle. Et normalement, ça ne doit pas sentir. Si ça sent, c'est qu'il y a eu putréfaction au lieu de macération. Après toutes ces belles explications et tous ces trucs, tout ça, on va vous proposer de manger un petit peu sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Ici, vous avez des chips d'ortie. Ah oui. Vous avez des chips d'ortie. Ceux qui sont déjà venus l'an dernier, ils les connaissent, les chips d'ortie. Donc là, on prend les jeunes feuilles d'ortie, on les passe dans l'huile, on les met sur une plaque, un petit peu du sel, et alors 10 à 15 minutes au four, 100-150. Ah oui, pas trop chaud. Voilà. Et on vérifie si c'est croquant, si c'est croquant ou pas. Alors, je vous ai fait une quiche. Qu'est-ce qu'on a dans la quiche? Ben, on a de l'ortie, il y a du plantain lancéolé, et du lierre terrestre. Voilà, plantain lancéolé. Ben, il est lancéolé, mais comme il a perdu sa pointe, j'en ai trouvé une autre. C'est cette plante-là qui se trouve près de l'ortie et qui calme les brûlures. Exact. Oui, et sur les cloches aux pieds. C'est celle-là qui goûte un peu le champignon dans mon histoire. C'était le lapin qui avait été recherché, je pense. Ah oui. Ouais. Donc le lierre terrestre, il donne un goût assez fort. C'est un goût qu'on n'a pas tellement l'habitude aujourd'hui de manger. Et alors, ah oui, vous avez des fleurs de bourrache et vous avez des petites fleurs de ciboulette pour garnir. Là, c'est de l'houmous avec de l'aquilée millefeuille, de la soupe aux orties, mais moi je mets un poro. Parce que juste la soupe aux orties, ça gratte. En dessert, c'est un pudding avec les fleurs de sureau. Dans le temps, on appelait les fleurs de sureau la vanille du pauvre. Et donc, ça donne comme ça un petit goût au dessert. Et ici, pour le faire, il faut faire tremper. Donc, quand vous mettez dans votre lait les fleurs de sureau, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas mettre les tiges, parce que les tiges donnent de l'amertume. Donc comment est-ce que j'ai fait? J'ai pris des baguettes de brochettes que j'ai mis sur le dessus de ma casserole, et j'ai mis mes ombelles comme ça pour qu'il y ait juste les fleurs qui soient dans le lait. Ouais, voilà. Et puis un petit peu d'œufs, de la maïzena et les œufs battus. De l'autre côté, vous avez deux boissons qui sont fort sauvages. Donc vous avez une boisson d'ortie. En fait, ce sont des orties qu'on met simplement avec de l'eau. On laisse macérer pendant une journée. On filtre et on met un petit peu de miel liquide dedans. L'autre, c'est les fleurs de pissenlit. Là, c'est cuit. Donc, on fait fondre le sucre avec l'eau. Quand ça a bien bout, on met juste les pétales
On met juste les pétales. Et puis on met un tout petit peu de levure et on laisse tranquille pendant une journée, voire 2 journées, puis on filtre. Donc voilà, c'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude, mais ça vaut la peine d'essayer. Et les biscuits? Alors, les biscuits, Ouais. là, Ce sont des pas moi. biscuits, ce sont des cookies au pissenlit. Simplement, les recettes d'Arabelle Merland, donc ça peut être bon. Le cake, c'est un carotte cake au chocolat et à la tanésie. Un goût un peu amer. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais quand on va goûter une fois la tanésie, en général, on la reconnaît à chaque fois. Il y a une petite confiture de pissenlit, qu'on appelle aussi de la cravaillotte. Ici, c'est une jolie. Et Pascaline nous a préparé aussi du sirop de fleurs de sureau. Je l'ai dilué pour l'amener ici. Et voilà bien frais qui arrive de chez nous.